Alors ça m'amène au deuxième point immédiatement. C'est ce système qui est en crise. Ce n'est pas la crise comme ça. Il y a eu d'autres crises dans le capitalisme. Il y a une crise du capitalisme. C'est la crise de ce système. Ce n'est même pas seulement une crise, c'est une implosion. Dans ce sens que ce système n'est pas capable de se reproduire sur ses propres bases. C'est-à-dire, il est victime de ses propres contradictions internes. Ce système implose, non pas parce qu'il est attaqué par les peuples, hélas. Il implose par suite de son succès. Son succès, c'est-à-dire le fait qu'il a réussi à s'imposer au peuple, l'a amené à cette croissance vertigineuse des inégalités, qui n'est pas seulement scandaleuse socialement, inacceptable, mais acceptée finalement, ou même avec protestation, mais acceptée finalement. C'est pas ça la cause de l'implosion, c'est précisément le fait qu'il ne peut pas se reproduire sur ses propres bases. Alors ça m'amène à la troisième dimension. Dans ces conditions, quelle est la stratégie des forces réactionnaires dominantes? Et quand je dis les forces réactionnaires dominantes, c'est précisément le capital des monopoles généralisés de la triade impérialiste historique, États-Unis, Europe et Japon, plus toutes les forces réactionnaires à travers le monde, qui sont, d'une manière ou d'une autre, dans des blocs hégémoniques locaux, qui soutiennent, qui s'inscrivent dans cette domination réactionnaire mondiale. Ces forces réactionnaires locales, elles sont extrêmement nombreuses et diverses, selon d'un pays à l'autre, bien entendu. La stratégie politique des forces dominantes, c'est-à-dire du capital, des monopoles généralisés, financiarisés, de la triade impérialiste collective, la phrase est longue, historique traditionnelle, États-Unis, Europe, Japon. La stratégie de ce bloc, c'est d'abord, quel est l'ennemi pour eux? L'ennemi pour eux, c'est les pays émergents. Les pays émergents, c'est-à-dire la Chine. Les autres pays sont semi-émergents, comme l'Inde ou le Brésil et quelques autres. Bon. Pourquoi la Chine? Parce que la Chine la classe dirigeante chinoise a un projet. Je ne veux pas rentrer dans la question, ce projet est-il socialiste ou capitaliste? Ce n'est pas la question. Elle a un projet. Et ce projet est de ne pas accepter le diktat du capital des monopoles généralisés de la triade. Le capital des monopoles généralisés de la triade s'impose comment? Il s'impose à travers ce que j'ai appelé leurs avantages. Le contrôle de la technologie, le contrôle de l'accès aux ressources naturelles de la planète, le contrôle aux moyens de communication, propagande, etc., le contrôle du système monétaire et financier mondial intégré, et les armements de destruction, le monopole des armements de destruction massive. La Chine remet en question ces 5 monopoles, sans bruit, mais elle grignote et elle avance. C'est-à-dire la Chine n'est pas un sous-traitant. Il y a des secteurs en Chine qui sont de sous-traitance, qui fabriquent et vendent de mauvais jouets qui empoisonnent les enfants, parce qu'ils ont besoin de devises, et ça, c'est facile à faire. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas ça qui caractérise la Chine. Ce qui caractérise la Chine, c'est le développement, l'absorption très rapide des technologies de pointe et leur reproduction et leur développement par eux-mêmes. C'est-à-dire que la Chine n'est pas un pays où l'atelier du monde, comme certains l'ont dit. C'est pas made in China, ça devient de plus en plus made by China. Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Ça, c'est possible pour la Chine, parce que la Chine a fait une grande révolution. On pourrait dire curieusement,
le communisme est la voie royale pour le succès du capitalisme. Bon. Et je dirais, après la Chine, les autres pays émergents sont secondaires. Si on devait mettre des notes, je dirais pour la Chine, pays émergents, 100%. L'Inde, 50%. Le Brésil, 30%. Et les autres, 20%. Bon. Dans ce sens que les autres, comparés à la Chine, sont des sous-traitants. Et donc, il y a des sous-traitants importants. Le Brésil a des ressources naturelles, il a un capital national, privé et public important. Donc, ils ont une marge de négociation. Mais il y a un modus vivendi. Il y a un compromis entre le capital des monopoles généralisés de la triade historique et les pays émergents comme l'Inde et le Brésil, et d'autres. Hein. Pas avec la Chine. Alors, la stratégie, c'est la guerre. Et la guerre contre la Chine. Il y avait même, il y a 20 ans, des Américains un peu fous qui disaient il faut la faire tout de suite, la guerre, parce qu'après, il sera trop tard. Les Chinois sont parvenus, c'est pour ça que leur politique internationale est très calme. Retarder. Et maintenant, la Russie rentre avec eux dans le vrai pays émergent. Vous avez entendu dire Poutine, son point essentiel. Je ne discute pas si Poutine est un démocrate ou n'est pas un démocrate, si c'est la perspective est socialiste ou pas. C'est pas ça. La modernisation de l'armée russe. Bon. Refaire de l'armée russe ce qu'était l'armée soviétique, c'est-à-dire un véritable bipolarité militaire avec les États-Unis. Bon. C'est très important, ça. C'est ça, l'ennemi vrai. Alors, le reste du monde, le reste du Sud, donc nous tous, vous les Équatoriens, nous les Égyptiens et beaucoup d'autres, on ne compte pas. On ne compte pas. Ça veut dire quoi? Dans ce plan, cette stratégie de l'impérialisme collectif, nos pays sont intéressants. Une seule chose est intéressante, l'accès à nos ressources naturelles. Parce que ce capitalisme des monopoles généralisés ne peut pas se reproduire sans un contrôle. Et on pourrait ajouter, les écologistes ont raison, un gaspillage gigantesque des ressources naturelles de la planète entière. Et donc, c'est la seule chose qui les intéresse. Pour pouvoir se garantir cet accès exclusif aux ressources naturelles, de quoi ont besoin les impérialistes? Ils ont besoin que nous n'ayons pas de développement. Mon vieil ami défunt, André Gunderfrank, avait appelé lumpen développement. C'était dans des circonstances très différentes. Hein. Le lumpen développement de la bourgeoisie dite nationale en Amérique latine dans les années 60 et avant 60 et 70, disons. Hein. Je lui emprunte le terme dans des conditions très différentes. C'est-à-dire que le seul projet de l'impérialisme pour nous, c'est un non-développement. C'est le développement de la formelle, c'est la paupérisation, même avec des taux de croissance forts. Paupérisation plus pétrole et taux de croissance forts pour le pétrole ou le gaz ou je ne sais pas quoi, ou le bois, ou... Hein, bon. Pour avoir l'accès aux ressources naturelles. Et c'est ça qui est en train d'imploser. Parce que c'est ça qui est devenu non seulement intolérable moralement, mais que les peuples n'acceptent plus. D'où les explosions. La première vague d'explosions, c'était en Amérique latine. Ce n'est pas un hasard si ça a été dans des pays relativement marginaux, comme la Bolivie, l'Équateur, le Venezuela. Ce n'est pas un hasard. Bon. Et puis, l'autre vague d'explosion, le monde arabe à l'heure actuelle. Et puis, nous aurons d'autres vagues également. Nous avons eu aussi une vague d'explosion, le Népal, etc. Bon. Donc, ce n'est pas quelque chose de spécifique à telle ou telle région. Maintenant, ce que nous devons voir, c'est que pour les peuples concernés, le défi est gigantesque.
C'est-à-dire, le défi n'est pas dans le cadre de ce système, essayer de dépasser le néolibéralisme pour un capitalisme à visage humain, rentrer dans la logique de la bonne gouvernance, de la réduction de la pauvreté, de la démocratisation de la vie politique, etc., etc. Parce que tout ça, c'est des modes de gestion de la paupérisation, qui est le produit de cette logique. Alors, bien, ma conclusion, mais je viendrai, si tu veux, sur le monde arabe, hein, ma conclusion, c'est que dans une telle conjoncture, c'est pas une conjoncture, c'est un moment historique fantastiquement favorable au peuple. Je dirais, sans abuser du terme, à la révolution. Je ne veux pas dire par là le coup de les 24 heures, mais à la gauche radicale. Parce que les conditions objectives existent pour la construction de fronts alternatifs, de blocs sociaux alternatifs très larges, anticapitalistes. Et chez nous, c'est anticapitaliste comprador, c'est-à-dire qui accepte cette soumission, qui accepte de rentrer dans le jeu du lumpen développement, avec des aménagements. Lumpen développement, mais avec des aménagements, le respect des droits des femmes et l'égalité. Lumpen développement, mais avec des aménagements, un peu de redistribution, donne du lait aux enfants dans les écoles, etc., etc. Non. D'avoir de l'audace. Je ne sais pas si tu as... J'ai écrit des papiers là-dessus, dont celui sur de l'audace. Hein.